Alors, donc oui, effectivement, mon pseudo c'est Didymit, sinon Di ça marche aussi. Alors, donc ma chaîne, effectivement, ça s'appelle Esprit Critique, mais j'ai choisi ce nom avant qu'il y ait la grosse mode du scepticisme et de la zététique sur Internet qui récupère un peu tous les mots pour en faire des synonymes, et donc Esprit Critique est devenu... Il y a plein de gens qui vont sur ma chaîne en se disant « Ah, ça va parler de zététique », alors que, bon, bah, c'est plus... Pour moi, c'était une expression un peu plus large, et aussi c'était une sorte de jeu de mots, parce qu'un Didymit, chez les Aztèques, c'est un petit démon nocturne qui aime emmerder les gens, une sorte d'esprit qui serait un peu critique. Voilà, c'est un jeu de mots de merde. Donc sur ma chaîne, on parle surtout de philosophie, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je définis. Après, il se trouve que c'est beaucoup de philosophie politique, effectivement, et que j'ai une culture, je baigne depuis pas mal d'années dans la culture sceptique et tout ça, et donc j'essaye d'appliquer ce que je connais du scepticisme quand je parle de philosophie politique. Le problème, c'est que la philosophie politique, c'est pas une science, et que donc il n'y a pas de consensus scientifique que je vais pouvoir vous donner là ce soir dans le domaine. Je vais vous parler de philosophie et d'histoire des idées beaucoup ce soir, donc je vais dire un certain nombre de choses qui font pas forcément consensus chez les spécialistes du domaine, mais bon, moi c'est les choses que je pense, avec le plus d'esprit critique possible. Effectivement, sur ma chaîne, donc il y a quelques trucs qui permettent d'apaiser un peu les gens qui pourraient me reprocher de pas faire juste du consensus scientifique. C'est que j'ai effectivement un subjectomètre habituellement, donc une petite jauge en bas à gauche, qui indique en permanence le niveau de subjectivité de ce que je suis en train de raconter. Donc si c'est très bas, ça fait plutôt un consensus scientifique. Si c'est plus haut, ça commence à être des trucs plus discutés. Bon, là, il y aura pas ça. Alors il va falloir juste exercer votre esprit critique pour dénicher ces choses-là, et puis on pourra en parler à la fin. Il y a aussi mon petit démon qui fait des blagues derrière, qui permet de relativiser un peu à quel point je me prends au sérieux. Le petit démon, forcément, comme je le fais en 3D, là il sera pas là ce soir. D'habitude j'ai une peluche que je ramène lors des conférences, et là je l'ai oubliée, c'est con. Donc bon, au moins elle aurait pu être présente, mais de toute façon elle aurait pas fait de blague quand même. Alors donc aujourd'hui on va parler de l'inné et l'acquis et de l'essentialisme, parce que je pense que c'est pas possible de parler de l'inné et de l'acquis sans parler de l'essentialisme. Et en fait, actuellement, c'est des débats qui tournent beaucoup, des débats dans lesquels il y a beaucoup d'implications politiques, avec des préjugés sur la question, sur si on est de gauche, si on est de droite et tout ça, et qui tournent beaucoup autour de la question de la part de social, de structure sociale et tout, et la part de biologique dans les comportements des gens. Mais en fait, le débat entre l'inné et l'acquis, c'est un des plus vieux débats de la philosophie. Ça a commencé dans l'Antiquité. Et autant vous dire que dans l'Antiquité, on ne connaissait pas la biologie, la génétique, la sociologie, la psychologie. Donc en fait, ça ne parlait pas du tout des sujets dont on parle actuellement quand on parle d'inné et d'acquis. Et vous allez voir qu'il y a justement le fait que ça parlait d'autre chose a des conséquences dans le débat actuellement. Donc bon, pour définir un peu le débat, donc la thèse de l'inné, c'est l'idée que les esprits sont remplis d'idées dès la naissance. Enfin, c'est comme ça que ça se posait dans l'Antiquité, ou en tout cas dès la naissance, elles ont le potentiel de développer certaines idées par la suite. Elles sont programmées pour développer certaines idées et pas d'autres, les esprits, donc et l'acquis, c'est l'idée au contraire que en fait les esprits sont vides à la naissance et ils se remplissent au fil de l'expérience des individus et de leurs interactions avec le monde. Et donc, comme je disais, puisque on ne connaissait pas toutes les sciences qui sont en jeu actuellement dans ces débats, en fait, ça parlait pas du tout, ce débat, ça recoupait pas une question de est-ce que c'est plutôt social ou est-ce que c'est plutôt biologique. C'était plutôt un débat autour de l'existence de l'âme, en fait. Et du coup, comme c'était un débat autour de l'existence de l'âme, c'était un débat qui recoupait globalement le débat qui est un des grands débats fondamentaux de la philosophie depuis l'Antiquité, qui est le débat entre le dualisme et le matérialisme. Donc le matérialisme, c'est assez simple, c'est qu'il y a un seul monde qui existe, c'est le monde de la matière, le monde qui est accessible à travers les sens, et tout le reste, si c'est pas accessible avec les sens, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de trucs surnaturels et tout ça, enfin voilà,
Il y a que le monde physique, le monde de la matière. Pour les dualistes, au contraire, il y a deux mondes, le monde de la matière et le monde des idées. Et donc ils sont faits d'une substance différente. Il n'y a pas vraiment de terme très clair, mais bon, c'est le terme substance qui a été beaucoup utilisé. Donc voilà, il y a deux substances, la matière, les idées, qui sont d'une nature complètement différente, qui vivent dans deux mondes complètement séparés, avec des interfaces pour faire communiquer les deux. Dont l'âme, qui est donc la partie des êtres humains qui vit dans le monde des idées et qui communique à travers le corps avec le monde matériel. Généralement, dans l'Antiquité, les dualistes sont aussi idéalistes, c'est-à-dire que il y a donc ces deux mondes-là, mais ils en ont un préféré quand même. Donc en fait, ils considèrent que le monde des idées, c'est quand même mieux que le monde de la matière, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Alors pour le dualisme, idéalisme, en fait, c'est assez simple, tout tourne autour de Platon essentiellement. Donc il y a Platon, qui est vraiment la grande figure du dualisme, de l'idéalisme dans l'Antiquité. Et puis autour, je vous ai mis Philon, qui est pas très connu, mais qui est fondateur de ce qu'on appelle le néoplatonisme dans l'Antiquité tardive, qui a enrichi le platonisme avec différentes influences, et on va en reparler tout à l'heure. Puis il y a Saint Augustin, qui lui s'est chargé d'intégrer le platonisme à la pensée chrétienne. Et donc voilà, tout ça reste Platon et les néoplatoniciens. Ça tourne vraiment autour de Platon. Alors que par contre, les matérialistes, il y a toutes sortes d'écoles philosophiques dans l'Antiquité qui étaient matérialistes. Là, j'ai mis Démocrite. C'est pas le fondateur de l'école atomiste. Le fondateur s'appelle Leucippe, mais on sait pas grand-chose de ce qu'il pensait. Et donc c'est Démocrite qui a surtout été très important et très connu et qui a eu beaucoup d'importance dans les réflexions dans l'Antiquité. Et donc qui explique absolument tous les phénomènes par des mouvements entre des petits bouts de matière insécables que sont les atomes. Et qui est assez connu, on va dire, chez les historiens de la science et tout ça. Il y a pas mal de gens qui le présentent comme étant le fondateur de la pensée scientifique, ce qui est pas tout à fait exact, parce que bon, il basait pas forcément ses théories sur les atomes sur des expériences scientifiques ou sur une chose. C'était un peu de l'intuition comme ça, mais bon. Alors ensuite, on a Épicure, qui est le disciple de Démocrite, qui a développé sa propre pensée, mais qui s'est aussi attribué a posteriori des écrits de Démocrite. Donc c'est un peu interchangeable les deux pensées, puisque lui-même de toute façon disait que des écrits de Démocrite, c'était lui qui les avait écrits. Et Épicure est devenu quelqu'un de très important dans l'Antiquité. En gros, je vais vous parler des autres écoles de philosophie, mais globalement, il y avait vraiment Platon et Épicure qui étaient, c'était un peu la thèse et l'antithèse, quoi. Et voilà, sur à peu près tous les sujets, ils sont radicalement opposés. Et Épicure est aussi celui qui s'est le plus exprimé sur le sujet qui nous importe ce soir, c'est-à-dire sur l'inné et l'acquis, parmi les philosophes matérialistes de l'Antiquité. Donc sinon, à côté, on a Pyrrhon, qui est fondateur de l'école sceptique dans l'Antiquité. Donc le scepticisme dans l'Antiquité, c'est une école philosophique, c'est pas... voilà, il y a des débats pour savoir à quel point on peut reconnaître une certaine filiation entre le scepticisme d'aujourd'hui et le scepticisme antique. Il y a des gens qui disent que ça a strictement rien à voir, des gens comme moi qui pensent qu'il y a quand même quelques rapports. En particulier, ce qui rend la comparaison un peu compliquée, c'est que Pyrrhon, comme les sceptiques d'aujourd'hui, ses adversaires l'ont beaucoup caricaturé. Et comme on n'a pas beaucoup d'écrits de Pyrrhon lui-même, forcément, on a peut-être une vision un peu déformée de sa façon de penser. Bon, en gros, pour le dire vite, le scepticisme de Pyrrhon, tel qu'il nous est présenté par ses adversaires, c'est quelqu'un qui, quand il se retrouve face à un précipice, il refuse de s'arrêter de marcher parce qu'il n'a pas la certitude qu'il y a vraiment un précipice. Voilà, bon. Mais donc c'est une pensée matérialiste qui se base sur les sens, même si contrairement à Épicure qui lui pensait que les sens ne peuvent pas nous tromper, Pyrrhon pensait que non seulement il y a que la matière, mais en plus on la voit qu'à travers nos sens et nos sens sont trompeurs, donc en fait on peut pas vraiment savoir grand chose sur le monde. On a Diogène, qui est pas le fondateur de l'école cynique mais qui est le plus connu. Alors les cyniques, ils ont pas beaucoup écrit, pareil, on connaît surtout des anecdotes de sa vie qui ont été racontées entre autres par ses adversaires, mais le cynisme, c'est une école donc alors radicalement matérialiste aussi, donc ils croient pas du tout aux dieux, aux âmes et tout ça, alors que par exemple Épicure,
Il disait pas que les dieux n'existaient pas, il disait que les dieux existent peut-être, mais s'ils existent, ils sont faits d'atomes comme tout le monde, donc ils sont faits de matière, et ils ont leur propre vie dans leur coin et tout, ils n'ont pas des pouvoirs surnaturels, et donc en fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent, les dieux, ils s'occupent de leurs affaires de leur côté, on n'a pas à s'en occuper. Le cynisme, c'est basé beaucoup sur le rejet de tout ce qui est normes sociales, morales, codes sociaux et tout ça, qui considèrent que tout ça, c'est des artifices qui empêchent de penser de manière correcte, et qui prenaient modèle sur le chien. Cynisme, ça vient de Kwan, qui veut dire chien, parce que le chien, en fait, il s'en fout, il baise, il chie partout, sans regarder qui le regarde, si c'est moral ou pas, il s'en fout, et il considère que du coup le chien pense mieux que l'homme. Et Zénon, enfin, c'est le fondateur du stoïcisme, qui est une école de philosophie qui a eu pas mal de succès dans l'Empire romain, qui est inspirée du cynisme, mais qui est un peu moins radicale. C'est plus une philosophie de vie pour soi-même, pour être content, pour se sentir bien, et qui dit qu'il faut se préoccuper que des choses qui dépendent de nous, et les choses qui ne dépendent pas de nous, il faut pas s'en inquiéter. Le stoïcisme a été tellement important dans l'Antiquité qu'il y a même un empereur romain qui est considéré comme un philosophe stoïcien, Marc Aurèle. Bon voilà, tout ça, c'est des philosophies matérialistes qui ont eu donc beaucoup d'importance dans l'Antiquité et qui sont radicalement en opposition avec ce que pensaient Platon, les néoplatoniciens et tout. Alors, quel rapport donc entre le débat matérialisme-dualisme et le débat inné-acquis? Pour les dualistes, donc avec Platon comme chef de file, comme il existe une âme qui évolue dans le monde des idées et pas dans le monde de la matière, comme elle est différente du corps, elle est d'une nature différente du corps, elle existe indépendamment du corps, du coup son contenu ne peut pas dépendre de ce que le corps vit dans l'expérience quotidienne à travers ses sens. Et du coup, en fait, son contenu ne peut venir que du monde des idées, donc quand l'âme s'incarne dans le corps, vu que l'âme existe avant le corps, elle a forcément déjà en fait tout ce qui feront ses idées dans la vie future et tout. Donc voilà, pour les dualistes, en tout cas pour Platon, les idées sont innées. Pour les matérialistes, au contraire, et en particulier pour Épicure, qui est celui qui s'est le plus exprimé sur ce sujet, comme l'âme n'existe pas, comme l'esprit en fait est fait de matière tout comme le corps, il pensait que l'esprit était fait d'atomes d'air par exemple. Et donc l'esprit s'assemble en même temps que le corps à la naissance, donc l'esprit naît avec le corps, l'esprit meurt avec le corps, donc son contenu ne peut provenir que de l'expérience vécue par le corps. Du coup, pour les matérialistes, les idées sont acquises. Vous avez peut-être vu qu'il y a quelqu'un qui est assez connu parmi les philosophes que j'ai pas mis dans le tableau, c'est Aristote. Parce que Aristote, il est un peu entre les deux. Aristote, il est dualiste, il est idéaliste comme son maître Platon. Il pense qu'il y a une âme immatérielle qui vit dans le monde des idées, qui est complètement différente du corps. Mais par contre, il considère que les idées, les concepts, ne peuvent pas exister indépendamment de leur support matériel. Donc du coup, il y a des gens qui l'ont abusivement classé comme matérialiste, alors qu'en fait, non, c'est juste, il a des nuances par rapport à Platon. Mais il reste idéaliste. Et alors, vous pouvez peut-être trouver étrange que dans l'Antiquité, matérialisme soit associé automatiquement au fait que les idées sont acquises et pas innées, puisque actuellement, quand on parle d'inné, on parle de biologie et donc de matière. En fait, la logique de l'époque, c'est que tout le monde constatait bien que les enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment beaucoup d'idées, et puis petit à petit, ils les acquièrent au fur et à mesure de la vie. Et comme on connaissait pas la génétique, l'ADN, tout ça, on n'avait pas envisagé l'idée qu'il pourrait y avoir dans la matière un programme qui pourrait coder pour l'émergence future d'idées. Ça semblait complètement inimaginable. Donc du coup, ça semblait évident à n'importe quel matérialiste de l'époque que si l'âme est matérielle, elle ne peut que se remplir d'idées au fur et à mesure de la vie d'un être vivant. Alors on va développer un peu la pensée de Platon, parce que, comme je vous disais, tout le monde constate bien que les enfants n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'idées à la naissance et qu'ils ont l'air de les acquérir au cours de la vie.
Alors comment il rend ça conciliable avec son idée que les âmes sont déjà remplies d'idées dès la naissance? Et en fait, pour Platon, on n'apprend jamais rien, on n'invente jamais rien, tout ce qu'on fait, c'est se rappeler. Pour Platon, avant la naissance, donc les âmes voyagent dans le monde des idées, et dans le monde des idées, les concepts, les formes, tout ça existe réellement, et tout est parfait. C'est tel que ça doit être, en fait. Donc les idées de triangles, d'humains, de maisons, de chiens, d'hommes, de femmes, de plantes, de montagnes, et aussi les idées de bien, de mal, de vertu. Tout ça, ça existe réellement dans le monde des idées. Et comme nos âmes ont voyagé dans le monde des idées avant notre naissance, elles les ont connues, ces idées-là. Elles ont connu comment doivent être les choses, quelle est la vérité des idées, la vérité des essences. On revient à l'idée d'essence qui va commencer à se développer. La nature des choses, quoi. Voilà, on a connu la vraie nature des choses. Et en fait, c'est le fait de s'incarner dans un corps qui nous fait oublier temporairement tout ce qu'on a connu dans le monde des idées. Et du coup, en fait, les humains n'ont pas inventé les triangles, par exemple. Les humains connaissaient la vraie nature des triangles, l'essence des triangles avant leur naissance, et en s'incarnant dans un corps, ils les ont oubliés temporairement. Et du coup, le rôle du dialogue philosophique, parce que oui, il y a un autre philosophe que je vous ai pas montré jusqu'à maintenant, c'est Socrate, parce que Socrate, en fait, il a rien écrit. Et tout ce qu'on connaît de la pensée de Socrate, c'est ce qu'en disaient ses élèves qui ont retranscrit la pensée de Socrate, et probablement en lui faisant dire ce que eux voulaient dire pour avoir un argument d'autorité. Donc en fait, ce qu'on connaît essentiellement de Socrate, c'est ce que Platon disait que Socrate disait pour justifier la pensée de Platon. Donc en fait, la pensée de Socrate, c'est un peu la pensée de Platon. Il y a d'autres élèves de Socrate qui ont écrit leur propre version de ce que disait Socrate, mais c'est surtout la version de Platon qu'on connaît. Et donc, si vous avez entendu parler de Socrate, vous avez dû entendre parler de la maïotique. La maïotique, c'est donc le dialogue philosophique par lequel on fait émerger, par des suites de questionnements, on arrive petit à petit à la vérité. Mais en fait, il faut comprendre que donc pour Platon et donc pour le Socrate qu'on connaît par le biais de Platon, en fait, le rôle du dialogue philosophique, c'est de se rappeler la vérité des concepts que tout le monde a connus avant sa naissance dans le monde des idées. En fait, c'est juste tout ça existe déjà dans la tête des gens et il faut juste les pousser à s'en rappeler. Ils en ont l'intuition au départ et à force de les questionner, ils vont finir par réavoir la vérité qui émerge. Donc, il va y avoir quelques petits apartés où je m'amuse à faire chier un peu le petit monde du scepticisme qui va regarder ce truc-là. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui aiment beaucoup, en tant que sceptiques, se réclamer de la maïotique, eh bien, sachez que donc la maïotique, pour le Socrate que nous présente Platon, c'est quand même sacrément métaphysique. Hein, donc, c'est pas forcément la meilleure référence pour dire qu'on pratique la méthode scientifique. Alors, pourquoi, quand les âmes s'incarnent dans un corps, elles oublient les idées, la vérité des choses, l'essence des choses, la nature des choses? Eh bien, c'est parce que la matière est imparfaite. Le monde de la matière, contrairement au monde des idées, il est imparfait. Il essaye de se conformer plus ou moins aux vérités des choses parfaites qui existent dans le monde des idées, mais il n'y arrive pas parce qu'il est imparfait. Et donc pour Platon, quelque part, la nature et puis l'humain aussi sont censés avoir un but, c'est-à-dire essayer de se conformer à l'essence des choses qui existent dans le monde parfait des idées, même si par nature ils peuvent pas parce que le monde matériel est imparfait. Alors, je précise que le monde matériel sublunaire est imparfait. Parce que par contre, à partir de la Lune et au-delà, pour Platon, là, on a des formes parfaites. Donc les astres sont des sphères parfaites. Il n'y a aucune aspérité. Alors, il n'avait pas de lunettes astronomiques pour observer les cratères de la Lune. Voilà, désolé pour lui. Alors honnêtement, moi, j'ai jamais compris comment on n'avait pas pu voir les cratères de la Lune, même sans lunettes astronomiques, parce que je les vois, moi, à l'œil nu. Mais bon, il doit y avoir un cadre de pensée qui fait que non, on les voit pas, c'est pas grave. Et donc...
Généralement, les gens qui ont fait juste une année de philo en terminale, ou juste qui ont entendu parler de la philo comme ça, ils retiennent les deux philosophes qu'on cite le plus souvent, qui sont Platon et Aristote. Donc peut-être avec Socrate aussi, mais je vous ai dit, c'est un peu pareil que de citer Platon, de citer Socrate. Comme tout le monde connaît Platon et Aristote, bon, quelque part, ils doivent faire autorité. Donc ça doit être important d'être d'accord avec Platon et Aristote. Donc la plupart des gens aiment bien quand même trouver le moyen de déformer plus ou moins la pensée de Platon et d'Aristote pour la coller à leur propre conception et se dire, vous voyez, je suis d'accord avec eux, donc j'ai quand même un peu raison. Sauf que le problème, c'est qu'en philo, il n'y a pas donc de consensus scientifique, il y a toujours eu des désaccords, il y en aura toujours. Comme les gens pensent que Platon et Aristote font consensus, ils se sentent obligés d'être d'accord avec eux. Et du coup, à force de déformer la pensée de Platon, on arrive à des choses assez rigolotes, comme par exemple des matérialistes qui citent du Platon pour se justifier, alors que Platon est vraiment l'archétype de l'idéaliste qui est pas du tout matérialiste. Et entre autres, par exemple, chez les sceptiques, on constate qu'on aime beaucoup parler de sophisme et traiter les gens de sophistes. Ça, c'est des expressions qui nous viennent de Platon. Et Platon, en fait, quand il traite les gens de sophistes ou quand il dit que des choses sont des sophismes, c'est juste pour dire que c'est des gens à qui il n'est pas d'accord, en fait. Tous les gens dont il n'aime pas la pensée, il les traite de sophistes. Et tout particulièrement, il n'est pas d'accord avec qui, Platon? Il n'est pas d'accord avec les matérialistes. Et il n'est pas d'accord avec les sceptiques aussi, l'école sceptique dans l'Antiquité. Donc, petite information, il y a des chances que si Platon débarquait ici ce soir, ce soit plutôt les sceptiques qui traitent de sophistes et pas les adversaires des sceptiques. Donc du coup, si vous voulez pas vous tirer une balle dans le pied en tant que sceptique, je vous conseillerais personnellement plutôt de parler d'arguments fallacieux ou de moisissures argumentatives que de sophisme. Et puis aussi peut-être de vous intéresser aux autres philosophes antiques que Platon et Aristote, c'est toujours intéressant. Et donc, justement, parmi les rares choses que les gens retiennent de leur cours de philosophie à propos de Platon, c'est qu'il a fait une magnifique allégorie qui est l'allégorie de la caverne. Alors l'allégorie de la caverne, c'est pareil, du coup tout le monde la reprend à sa sauce, et change complètement le sens pour le faire coller à sa façon de penser. Donc voilà ce que c'est que l'allégorie de la caverne. En fait, c'est simplement un résumé de ce que je vous ai dit de la pensée de Platon. C'est assez simple. En fait, les humains sont coincés dans une caverne dont ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas aller en dehors pour voir le monde réel. Et tout ce qu'ils voient, c'est les ombres que projette le monde réel à travers un feu sur le mur du fond de la caverne. Et comme chacun sait, les ombres sont déformées. Et en fait, ça c'est une allégorie du rapport entre le monde des idées et le monde de la matière pour Platon. C'est-à-dire le monde qui est au-dessus de la caverne, c'est le monde des idées, où les choses réelles sont là, les choses parfaites, telles qu'elles doivent être, respectant l'essence et la nature des choses. Et elles se projettent sur le fond de la caverne, qui est le monde matériel, qui donc ne peut nous montrer que des versions déformées de la vérité des choses. Donc on n'a pas accès directement au monde des idées, et par la maïotique, par le dialogue philosophique, on peut essayer de s'en rappeler, mais on voit que des choses déformées. Alors donc l'innéisme, l'idéalisme et l'essentialisme de Platon, qui sont donc tous très liés les uns aux autres, c'est quelque chose qui a eu une énorme influence sur la culture occidentale. On va voir comment. Et globalement, donc ce qui reste quand même assez ancré dans la culture occidentale, c'est donc l'essentialisme de Platon. L'essentialisme, en fait, c'est penser que chaque catégorie a une essence, une nature, une vérité profonde et parfaite qui ne dépend pas de nous. Donc, on peut faire bien ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut à propos de la réalité. Il y a une réalité qui nous surpasse tous et qui est la vérité de comment doivent être les choses. Et du coup, la réalité physique et la volonté humaine doivent chercher cette essence des catégories et tenter au maximum de s'y conformer. Donc il y a un devoir, il y a un but à l'humanité, à la nature et tout ça, c'est de se conformer à ce que doivent être les choses et ce qu'on est censé connaître dans le monde des idées. Et du coup, quand on s'oppose à ce but de la nature, c'est contre nature. Donc c'est pas bien, faut pas le faire. Voilà. Ce qui veut dire que, en fait, puisque ce qu'on observe avec la version déformée qu'on a dans le monde de la réalité, de l'essence des choses, et qui nous permettent d'essayer de deviner ou se rappeler
de ce qu'est la réelle essence des choses, c'est ce qui existe déjà, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc vouloir aller contre l'essence des choses, en fait, c'est vouloir changer les choses. En fait, le platonisme, c'est essentiellement une pensée conservatrice. Et donc en fait, globalement, c'est une pensée qui a été très utile pour s'opposer à n'importe quel changement de société. Dès qu'on veut changer des trucs, non, c'est contre nature, ça va contre l'essence des choses. Chez Platon, donc l'essentialisme et l'innéisme sont très fortement liés entre eux, par l'intermédiaire de l'âme et du monde des idées, mais ça, c'est en fait juste parce que c'est la pensée de Platon qui lie les deux. Parce que c'est pas forcément obligatoire, on va voir plus tard que en fait, ça n'a pas forcément de raison d'être, ce lien, mais c'est parce que notre essentialisme à nous vient de Platon qu'on le lie à l'innéisme, en fait. Et ce lien entre les deux, qui vient donc de la pensée de Platon, fait encore que jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de mal à séparer l'idée d'inné de l'idée d'essence des choses, à détacher donc l'innéisme et l'essentialisme, et ça, aussi bien chez les gens qui sont essentialistes eux-mêmes, qui veulent justifier l'essentialisme, que chez les gens qui condamnent l'essentialisme. Alors, voyons maintenant comment ça arrive jusqu'à nous. Dans la Grèce antique et dans la République romaine, il y avait globalement une certaine liberté de pensée. Donc toutes les écoles philosophiques dont j'ai parlé tout à l'heure, elles avaient chacune leurs écoles. Les gens pouvaient choisir d'aller se faire enseigner plutôt le cynisme, le platonisme, le stoïcisme, voilà. Et puis, en fait, il y a eu César, il y a eu Auguste, donc la République a laissé place à l'Empire. C'est devenu un régime beaucoup plus autoritaire. Et comme tous les régimes autoritaires, ils ont commencé à faire de la censure et à sélectionner la façon de penser qui allait le plus dans leur sens. Comme la pensée platonicienne était très conservatrice et qui valide beaucoup le respect de l'autorité et tout ça, ça a été surtout le platonisme qui a été favorisé par l'Empire. Et en particulier le néoplatonisme, donc qui s'est développé avec Philon. Philon, il est d'origine juive, et en fait, le néoplatonisme, à partir de lui et puis tous les suivants, c'est du platonisme mélangé avec ce qu'on appelle globalement les spiritualités orientales. Alors c'est toutes sortes de religions qui venaient de l'Orient, en particulier le judaïsme, le christianisme, mais aussi un petit peu d'hindouisme, de bouddhisme et tout pour les gens qui avaient été un peu plus loin. Et du coup, pendant les siècles de l'Empire romain, il y a eu beaucoup d'échanges entre le néoplatonisme, le judaïsme et le christianisme, des échanges mutuels, ils sont influencés. Et en particulier, le néoplatonisme tardif devient monothéiste. Donc il parle beaucoup alors il parle pas de Dieu, mais j'ai oublié le terme qu'il utilise tout le temps. Je crois que c'est l'unique, un truc comme ça, mais bon voilà, il y a un Dieu unique. Donc ce qui fait que ça devient très facile de rendre ça compatible avec le christianisme. Et effectivement, c'est ce que va faire saint Augustin au IVe siècle. Il intègre donc le néoplatonisme au christianisme, et ça a beaucoup de succès, et c'est intégré très vite dans la doctrine officielle de l'Église. C'est pour ça que saint Augustin est un saint. Et ça donc jusqu'au XIIIe siècle, le néoplatonisme devient la doctrine officielle de l'Église. Je dis jusqu'au XIIIe siècle parce qu'au XIIIe siècle, il y a saint Thomas d'Aquin qui lui va ajouter une part d'influence d'Aristote dedans. Donc toujours au IVe siècle, l'empereur Constantin qui se convertit au christianisme, et petit à petit donc la persécution des chrétiens laisse place à la persécution des païens. Parce que au bout d'un moment, donc à la fin du IVe siècle, Gratien et Théodose, donc deux empereurs romains d'Orient et d'Occident, vont faire du christianisme la religion officielle de l'Empire. Du coup, ils vont fermer, déjà ils vont pourchasser tous les gens qui ont d'autres religions, mais ils vont aussi pourchasser tous les gens qui ont une autre pensée philosophique que le néoplatonisme chrétien. Donc ils vont fermer toutes les écoles de philosophie, vont persécuter les philosophes. Il y en a même certains des philosophes qui vont se retrouver à fuir dans l'empire perse, qui lui-même va être ensuite envahi par les musulmans, ce qui explique comment la pensée de la philosophie grecque a atteint le monde musulman, et après il a fallu attendre la Renaissance pour qu'on la retrouve, nous, en étant en contact avec les musulmans.
Et même d'ailleurs, même l'école platonicienne a été persécutée. Il fallait vraiment plus qu'il y ait le néoplatonisme chrétien, vraiment précisément, qui soit la seule doctrine philosophique autorisée. Et donc l'évolution principale qu'apporte le christianisme et donc saint Augustin au néoplatonisme, c'est Dieu. Donc c'est le fait que si on a le devoir de se conformer à l'essence, à la nature profonde des choses, c'est parce que c'est ce que Dieu veut, en fait, c'est la volonté divine. Et du coup, remettre en cause ces concepts, vouloir changer des choses, vouloir les remplacer des concepts par d'autres concepts, c'est plus seulement un crime contre la nature, mais c'est aussi un péché contre Dieu. Alors on va avancer pas mal dans le temps. Donc là, c'était en fait, pendant le Moyen-Âge, c'est resté la doctrine, le néoplatonisme chrétien, c'est resté la doctrine, la seule doctrine philosophique autorisée, avec quelques rebelles par-ci par-là. Et donc, à la Renaissance, la philosophie commence à s'émanciper un peu de la théologie, et des philosophes qui commencent à se dire que il faudrait s'inspirer des géomètres, des astronomes, des mathématiciens. On disait pas encore des scientifiques à l'époque, puisque c'est le fait que la philosophie s'intéresse au travail des géomètres qui va donner naissance à la science. Et donc on commence à intégrer la raison, l'observation, l'expérience, la notion de preuve, éparpillés. Ils n'étaient pas tous d'accord. Il y en a qui préféraient l'observation, d'autres qui préféraient la raison. Il y a eu des gros combats jusqu'à ce qu'ils disent « Ah, mais en fait, on peut faire les deux ». Et donc, on va parler de Descartes, qui est assez important dans l'évolution de cette pensée. Donc Descartes, en fait, comme Platon, il est totalement dualiste et totalement idéaliste. Il pense donc que l'âme est faite de la substance du monde des idées, n'a rien à voir avec la matière. Il pense qu'elle communique avec le corps par la glande pinéale dans le cerveau et tout ça. Mais par contre, il pense que il y a des lois dans le monde matériel, des lois observables, et que ces lois de la nature, elles ont été voulues par Dieu. Du coup, étudier les lois de la nature, en fait, c'est une bonne façon de savoir ce que Dieu veut. L'essence des choses, donc à laquelle il veut qu'on se conforme. Il a un peu mis de côté le fait que la matière déforme l'essence des choses. Lui, il pense qu'on va pouvoir observer réellement la volonté divine en étudiant les lois du monde matériel. Donc bon, voilà, petit aparté aussi. À nouveau, Descartes étant quelqu'un de totalement idéaliste, si vous vous dites cartésien, ce qui veut dire de la pensée de Descartes, pour dire que vous êtes quelqu'un qui se réfère à la pensée scientifique, ça marche pas tellement non plus. Alors bon, vous pouvez vous intéresser à Spinoza si vous voulez. Là, vous avez un vrai matérialiste. Vous pouvez dire spinozien plutôt que cartésien, ça pourrait mieux marcher. Alors, donc Descartes pense que les lois du monde matériel, c'est une bonne façon. Étudier les lois du monde matériel, c'est une bonne façon de connaître la volonté divine. Mais par contre, les lois, elles ne concernent pas l'âme. Alors d'abord parce que l'âme, elle n'est pas matérielle, l'âme elle vit dans le monde des idées, et bon il se trouve que la matière c'est le domaine de la science, mais le monde des idées c'est le domaine de la religion, donc la science n'est pas censée s'en occuper. Et puis aussi parce que surtout Dieu a dit qu'il nous avait donné le libre arbitre. Et si on a le libre arbitre, ça veut dire que on n'est pas soumis à des lois. Donc en fait, l'âme ne peut pas être soumise à des lois, sinon elle obéirait automatiquement à la volonté divine, et donc on pourrait pas dire que chacun est responsable de ses actes et pouvoir punir ou récompenser les bons chrétiens, les mauvais chrétiens et tout ça. Donc il faut que l'âme ait le libre arbitre, et pour ça, il faut qu'elle n'obéisse à aucune loi. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui peut expliquer, à mon avis, subjectomètre très haut, le fait que les sciences humaines aient mis beaucoup plus de temps que les sciences de la matière à se développer, parce qu'il y a quand même ce préjugé cartésien que l'âme ne peut pas être un sujet d'étude scientifique, parce que l'âme ne peut pas obéir à des lois puisqu'on a le libre arbitre. Du coup, ça veut dire que pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, il faut étudier le corps. En tout cas pour ce qui est de l'humain. Enfin, on peut étudier la géologie, on peut étudier les planètes, des choses comme ça, mais pour ce qui est de l'humain, pour savoir ce que Dieu veut, on étudie le corps, on n'étudie pas l'esprit ni l'âme.
Et donc dans la pensée de Descartes, et puis qui va avoir quand même une grosse influence sur la philosophie occidentale, donc la nature, les lois de la nature, les sciences de la nature, c'est la volonté divine, et la culture, c'est le péché humain. Alors voilà comment ça se fait en pratique. Par exemple, puisqu'on constate dans la Bible que Dieu nous dit de croître et multiplier, et comme on constate scientifiquement, disons, que pour qu'il y ait un enfant, il faut pratiquer le coït entre un homme et une femme, alors du coup, Dieu a voulu qu'il y ait deux catégories bien distinctes d'êtres humains, les hommes et les femmes. Il a voulu qu'on se serve de nos organes sexuels uniquement pour la pénétration d'un pénis dans un vagin, et uniquement dans le but d'avoir des enfants. Toute autre pratique va contre l'essence des choses. En fait, toute autre pratique est un péché. Ça va contre l'essence de l'humain, l'essence de l'homme, l'essence de la femme, l'essence de la sexualité, l'essence de la reproduction. Donc c'est vraiment pas bien. Et une autre preuve qu'on peut avoir pour démontrer l'essence des choses, c'est de ne pas étudier les corps humains, mais d'étudier les animaux et les plantes. Parce que l'avantage des animaux et des plantes, c'est qu'ils n'ont pas d'âme. Donc ils n'ont pas de libre arbitre. Donc eux, forcément, tout ce qu'ils font, ça rentre dans la volonté divine. Ils n'ont pas le choix de ne pas respecter les lois de la nature, donc ils les respectent, et donc tout ce qu'ils font, c'est la volonté divine. Et du coup, comme à l'époque, on a observé vite fait, comme ça, superficiellement, la nature, on n'a pas bien regardé, et on s'est dit, dans la nature aussi, en fait, il y a que des mâles et des femelles qui ne font l'amour que entre mâles et femelles, et uniquement pour avoir des enfants. Et ça confirme bien que c'est ça la volonté divine, c'est qu'il faut avoir des mâles, des femelles bien distincts, bien définis, qui fassent l'amour que entre eux et que ça fasse des enfants. Pour Descartes, dans l'idée que les humains, que les animaux et les plantes ont pas d'âme, vous connaissez peut-être l'idée des animaux machines en fait. Lui, voilà, c'était une façon de l'expliquer différente. Et ils sont soumis aux lois de la nature comme des machines, ils n'ont pas de liberté. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on observe dans la nature et à partir desquelles on va tirer des conclusions sur l'essence des choses et donc sur la volonté divine. En fait, c'est les régularités qu'on observe. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Et donc l'essence des choses, c'est les régularités. Mais pourtant, il y a des exceptions, des fois. Sauf que, en fait, les exceptions, c'est des erreurs. Puisque, en fait, là, c'est là où on retrouve la matière qui est imparfaite. La matière n'arrive pas à se conformer réellement à l'essence des choses. Alors, l'essence de la sexualité, ce serait normalement qu'il y ait que des mâles, des femelles qui pratiquent le coït pour avoir des enfants. Mais comme la matière est imparfaite, ça produit des erreurs, et de temps en temps, merde, il y a deux mâles qui couchent ensemble, et voilà, ça devient n'importe quoi, et donc, c'est des erreurs, des ratés de la nature, mais c'est pas la volonté divine. Du coup, c'est quand même bien pratique, parce que, en fait, si on observe des régularités, c'est la preuve qu'il y a des essences, mais si on observe des exceptions, les exceptions confirment la règle. Vous connaissez cette magnifique expression. Du coup, c'est simple, on ne peut pas vraiment être démenti, et ça continue à confirmer qu'il faut vraiment se conformer à la norme. Et du coup, ce lien qui a été construit à partir de Descartes entre l'essentialisme et donc la biologie, en fait, les sciences de la nature en général, mais particulièrement la biologie pour ce qui concerne l'humain et les animaux, étrangement, il s'est maintenu, ce lien, malgré le recul de la religion. Et là encore, que ce soit pour les gens qui l'approuvent ou pour les gens qui le condamnent. On a toujours intuitivement l'idée que si quelque chose est biologique, quelque part c'est plus vrai que si c'est pas biologique, quoi. On est plus proche de l'essence des choses. D'ailleurs, on dit la nature, quand on parle de biologie, on dit que c'est naturel, et si c'est pas biologique, c'est pas naturel. Il y a toujours cette idée qui est liée entre la biologie et l'essence des choses qui a survécu au recul de la religion, étrangement. Et pourtant, entre-temps, on a eu Darwin. Alors Darwin, sa façon de penser, l'Église a très vite compris que c'était pas très favorable à sa façon de penser, puisque c'était une façon de comprendre la nature sans créateur.
Donc ça, forcément, l'Église a pas trop aimé. Donc pendant très longtemps, l'Église a très fortement combattu le darwinisme. Par contre, Darwin, c'est aussi une pensée qui permet de penser complètement contre l'essentialisme. Et ça, les essentialistes, ils n'ont pas forcément compris. Il y a pas mal d'essentialistes qui ont voulu quand même maintenir leur vision essentialiste de la biologie en détournant la pensée de Darwin, en se disant oui, on va quand même s'arranger, on va trouver le moyen de rendre ça essentialiste. Et du coup, c'est pas étranger au fait que la pensée de Darwin, alors le fait que les espèces évoluent et qu'elles descendent les unes des autres, ça s'appelle le transformisme en fait. C'est un truc qui a précédé Darwin. Il y avait d'autres penseurs transformistes avant Darwin. Ça va, ça finit par être très rapide. Dès que Darwin a publié l'origine des espèces, la plupart des gens ont dit ok, les espèces évoluent et tout. Par contre, le mécanisme par lequel les espèces évoluent, qui est la sélection naturelle, donc vraiment c'est ça la théorie spécifique de Darwin, ça a été très mal compris. Il y a énormément d'interprétations complètement déformées de la pensée de Darwin qui ont duré, quand même dominé pendant plus d'un siècle. Alors j'en ai parlé pour ceux qui connaissent la chaîne dans l'épisode 4 sur les races, j'en ai parlé aussi dans l'épisode 5 sur le darwinisme social. Donc, je ne vais pas développer là-dessus, mais rien qu'avec les termes race et darwinisme social, vous voyez le genre de dérive que ça a pu donner d'essayer de garder quand même de l'essentialisme plaqué sur la pensée de Darwin. Alors qu'en fait, les essentialistes, ils voient donc l'essence des choses dans les régularités, donc le but en fait de la nature, ce que la nature essaye de faire en fait, c'est ce qu'on voit à travers les régularités, mais Darwin montre justement que les régularités, ça arrive par hasard. Que, en fait, le hasard peut produire des régularités. C'est la révolution de la pensée de Darwin. Il y a une citation de Voltaire qui est intéressante. Voltaire disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». En fait, ce qu'apporte Darwin à la science, c'est de montrer qu'il peut y avoir des horloges sans horloger, en fait. Ce qui veut dire non seulement sans créateur, mais sans but, sans direction. En fait, la sélection naturelle, j'imagine que la plupart des gens savent à peu près comment ça fonctionne ici, mais bon, la sélection naturelle, c'est que du hasard. C'est-à-dire qu'il y a les mutations se produisent totalement au hasard, et puis si par hasard ces mutations se produisent à un endroit où il y a un environnement lui-même formé par le hasard qui fait des pressions sélectives dans un sens ou dans l'autre, ça va faire que certaines mutations vont être un avantage dans cet environnement, d'autres vont être un handicap dans cet environnement, et donc il y en a qui vont se répandre plus que d'autres, des mutations. Mais tout ça, c'est que du hasard, et pourtant, ça produit des régularités. D'ailleurs, la sélection naturelle peut faire une chose et son contraire. Ce qui a été fait par la sélection naturelle peut être défait par la sélection naturelle si le milieu change. Ce qui veut dire que la sélection naturelle n'a aucune direction particulière. Les essentialistes, ils ont quand même essayé de trouver un moyen de s'arranger avec ça en se disant, en fait, dans la pensée de Darwin, ce qui est très important, c'est la possibilité de transmission des mutations. Donc, en fait, si la sélection naturelle, elle a un but, qui est la transmission. Mais en fait, non. La transmission, c'est pas un but, c'est un filtre. C'est ce qui rend possible ou pas le fait qu'au bout du compte, il apparaisse certaines régularités statistiques. Et alors pour ça, moi aussi, je vais faire une petite allégorie. Alors imaginons une situation avec des pierres qui sont disposées comme ça. Imaginons qu'il y a du vent qui souffle dans cette direction et qu'il y a du sable par là. Au fur et à mesure que le temps passe, à force que le vent souffle et déplace les grains de sable, ça devrait, la plupart du temps, former un A. Bon, c'est peut-être pas exact au niveau physique, hein, je fais approximativement, mais on va imaginer que ça marche. Donc voilà, ça forme un A. Alors là, la question se pose, est-ce que c'était le but des pierres, du sable et du vent de former un A? Est-ce que c'est dans leur essence, dans leur nature de former un A? Et quand de temps en temps, finalement, ça marche pas trop, ça forme pas un A. Est-ce que c'est une erreur? Une erreur qu'ont commis la pierre, le sable, le vent et tout ça. En fait, il y a une réponse possible à cette question. La réponse est différente suivant si ces pierres ont été disposées là par hasard ou s'il y a un artiste qui a disposé ces pierres-là dans le but de former un A. Par exemple, un artiste qui fait du land art et qui se dit moi je veux que ça forme un A, donc je vais placer les pierres comme ça. Effectivement, si y a un artiste qui a posé les pierres comme ça et dans le but que ça forme un A,
bah le jour où ça forme pas un A, bah c'est une erreur de sa part, c'est un truc, il a pas bien calculé son coût et ça le fait chier, il va falloir qu'il corrige cette erreur. Mais bon bah s'il n'y a pas d'artiste, par contre, vous voyez bien que ça n'a aucun sens de dire que le but ou l'essence des pierres, du sable et du vent est de former un A, et donc ça n'a aucun sens non plus d'appeler erreur les cas où ça ne forme pas un A, d'appeler ça malformation du sable par exemple, de se dire qu'il faudrait corriger ces choses-là. En fait, la nature ici ne voulait pas former un A, en fait, elle s'en foutait de ce qu'elle formait. C'est nous qui avons remarqué que ça forme un A, d'ailleurs le A c'est nous qui avons inventé cette forme, et donc bah, nous on a repéré que ça formait un A, la nature voulait pas produire un A, et tout ça bah, c'est exactement la même chose pour la sélection naturelle. Donc les caractéristiques du sable, la taille des grains, la forme des grains et tout, qui vont être plus ou moins facilement emportés par le vent, bah tout ça correspond aux mutations au hasard qui se produisent au hasard dans la biologie. L'orientation du vent, l'emplacement des pierres, tout ça s'est formé par hasard aussi, et ça correspond au filtre de l'environnement sur les mutations dans la sélection naturelle. Et il se trouve que ce filtre, tel qu'il a été formé par le hasard, produit plus souvent un A qu'autre chose, de la même manière que la sélection naturelle, elle aussi, produit plus souvent certaines choses que d'autres. Par exemple, la sélection naturelle produit plus souvent des panthères jaunes, orangées, tachetées de noir. Elle produit plus souvent des gens avec une couleur de peau unie. Elle produit plus souvent des humains avec 5 doigts, qui ont le cœur à gauche. Elle produit plus souvent des personnes qui ont des chromosomes XX et un vagin, les deux ensemble. Mais c'est pas pour autant que quand ça produit autre chose, quand ça produit une panthère noire, du vitiligo, des mains à 6 doigts, le cœur à droite ou des personnes intersexes, ce serait une erreur de la sélection naturelle, parce que la sélection naturelle n'avait pas de but, elle s'en foutait en fait de ce qu'elle produisait, et donc c'est pas des erreurs, c'est pas des malformations, et c'est pas des choses qu'il faut forcément évidemment corriger. La nature en fait s'en fiche complètement de savoir combien de doigts on a ou quels organes sexuels on a. Le fait qu'il y ait une régularité n'est pas la preuve qu'il y a une essence des choses, c'est pas la preuve que la nature a un but. C'est juste des régularités, et ça, pas plus en biologie que dans n'importe quel autre domaine. La biologie, c'est donc un mécanisme aveugle qui va dans aucune direction particulière. Par exemple, la sélection naturelle a pour conséquence que la plupart des arbres forment un I. Il y a beaucoup d'arbres qui forment des Y. Il y a même cet arbre-là qui forme un A, mais la biologie ne cherche à former ni un I, ni un Y, ni un A. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le filtre de la sélection naturelle a eu pour conséquence observable que les arbres forment plus souvent des I ou des Y que des A. Et quand on voit un A, comme ça, un arbre qui forme un A comme ça, on se dit pas « Ah, c'est une erreur, il faut la corriger ». Et on se dit pas non plus que la nature a raté son coup, ou alors que les lois de la nature ont cessé de s'appliquer. C'est bien les lois de la nature qui ont formé ce A, tout comme elles ont formé le Y et le I en fait. Les exceptions sont pas moins la conséquence des lois de la nature que la règle. La seule différence en fait entre les I, les Y et les A, c'est que en fait c'est nous qui remarquons les régularités dans la nature parce qu'on aime les régularités. Alors certains disent des travaux en psychologie pour savoir à quel point on est pré-câblé pour repérer les régularités. En tout cas, je constate, et pour pas mal de gens, on constatait que les gens ont l'air d'aimer les régularités et de prêter plus attention aux régularités qu'aux exceptions, et au point d'aimer tellement les régularités que les exceptions, soit on va essayer de les éliminer par la pensée, soit on peut aller jusqu'à vouloir les éliminer physiquement, c'est-à-dire faire en sorte que ça n'existe pas, parce que c'est insupportable de trouver des exceptions à nos règles, et donc à l'essence des choses. Donc, depuis Darwin, normalement, il ne devrait plus y avoir aucun rapport entre l'essentialisme et la biologie. Et ça, c'est exactement la même chose qu'on parle de caractéristiques physiques ou de caractéristiques psychologiques ou comportementales. Le fait de constater que quelque chose est d'origine biologique ne devrait pas du tout avoir le moindre rapport avec le fait de se dire « Ah bah c'est l'essence des choses ». C'est la nature des choses, et du coup ce qui fait exception n'est pas naturel, c'est une malformation, c'est une erreur, il faudrait la corriger.
voilà, que la biologie soit importante ou pas pour les comportements, ce sera jamais la preuve des essences, et donc jamais la preuve que les exceptions sont des erreurs. C'est nous qui choisissons donc, en fait, dans tout ce que la nature produit, ce qu'on va considérer comme étant des choses qu'on doit éliminer, des choses qu'on doit favoriser, des choses qu'on doit modifier, des choses qu'on doit laisser telles quelles, et ça aussi bien dans ce que la nature produit régulièrement ou exceptionnellement. Et en fait, c'est nous qui sommes obligés de choisir un but parce que la nature n'a pas de but. C'est donc absolument vain de chercher dans les régularités biologiques observables des justifications pour nos choix de société. Et alors l'autre chose, à part Darwin, qui a quand même, qui devrait avoir bouleversé le lien fait automatiquement entre l'essentialisme et la biologie, c'est l'apparition des sciences humaines. Parce que les sciences humaines, en fait, ce qu'elles nous disent, c'est que finalement, contrairement à ce que pensait Descartes, l'esprit aussi obéit à des lois. Il y a des lois scientifiques qui modèlent les esprits. Et je vous le rappelle, c'est parce que, si on pensait que l'essence était liée à la biologie et pas à l'esprit, c'était parce qu'on pensait que l'esprit obéissait pas à des lois. Donc, c'est en fait le hasard de l'histoire qui a lié l'essentialisme à la biologie. C'est le fait que notre pensée soit passée par Platon, par le néoplatonisme, par Saint-Augustin, par Descartes et tout ça. Mais en fait, je vous ai pas encore sorti mon épisode sur le propre de l'homme. J'avais l'espoir de le sortir juste avant cette conf. Finalement, il sortira après, la semaine prochaine. Mais je pense que si vous regardez, je sais pas, n'importe quel, intéressé un petit peu à ce qui se passe en éthologie ces derniers temps, vous savez qu'on n'est pas les seuls à avoir une culture. Il y a tout un tas d'animaux qui ont des cultures, principalement les grands singes. Et donc la culture qu'ils ont, ils l'ont développée naturellement. C'est juste la suite logique des lois de la sélection naturelle et tout ça qui les ont poussés à développer une culture. Donc en fait, savoir à quel moment avoir une culture devient autre chose que naturel, moi ça n'a pas de sens en fait. La culture c'est tout autant naturel que la biologie. Donc déjà, associer le mot nature à la biologie et l'opposer à culture, ça n'a absolument aucun sens en fait. La culture, c'est de la nature aussi. Et malheureusement, il y a plein de gens, en particulier des militants de gauche, je me permets de critiquer les militants de gauche, j'en suis, donc voilà, qui croient que la biologie, donc, c'est forcément égal à l'essentialisme, et que par contre, le social, c'est forcément égal à pas essentialiste. Et le problème, c'est que les deux sont faux. En fait, on peut être totalement essentialiste de la culture. C'est tout à fait possible. Et alors bon, il y a un exemple que certains sceptiques pourraient tenter de sortir. Alors, je veux dire que c'est pas l'exemple auquel je pense moi, c'est-à-dire quand il y a des militants de gauche qui vont dire à des hommes cis blancs hétérovalides que c'est forcément des oppresseurs, on leur répond souvent ça c'est de l'essentialisme. Alors, c'est pas de l'essentialisme parce que justement, ils sont pas en train de dire que c'est dans leur nature profonde, c'est leur essence et c'est comme ça qu'ils doivent être. Au contraire, ils se battent pour une société dans laquelle ils ne feront plus ça. Donc, par définition, ça peut pas être de l'essentialisme. L'essentialisme, c'est quelque chose qui est censé faire en sorte qu'on se conforme à l'essence des choses. Là, ils veulent justement du changement. Donc, c'est pas de l'essentialisme. Ça peut être des généralités, ça peut être plein de choses comme vous voulez, mais c'est pas de l'essentialisme. Par contre, il y a effectivement, ça existe, l'essentialisme de la culture. Et ça, par exemple, à l'extrême droite, chez les racistes, il y a eu une évolution. En fait, petit à petit, ils ont fini par comprendre qu'effectivement, les races biologiques, ça n'existait pas. Et par contre, ils ont inventé l'ethno-différentialisme, où là, on considère que chaque culture a une essence particulière à laquelle elle doit se conformer, elle doit rester telle qu'elle, il ne faut pas qu'elle évolue. Et donc, par exemple, il faut que la France reste blanche, que la France reste chrétienne, parce que c'est dans son essence, c'est dans sa nature. Voilà. Ça, c'est de l'essentialisme de la culture. Il n'y a pas du tout de biologie là-dedans, pourtant c'est totalement essentialiste. Et quand même, pour faire taper un peu des deux côtés, je constate aussi que malheureusement, il y a chez certains militants de gauche aussi de l'essentialisme de la culture, en particulier quand on va chercher des gens qui ont une origine particulière
on va leur assigner d'office une culture et leur dire qu'ils doivent absolument se sentir appartenir à cette culture puisque c'est celle d'où ils viennent, qu'ils doivent forcément la défendre, être à fond dedans et tout. Alors que il y a des gens qui peuvent choisir d'adopter une autre culture que celle qui est leur culture d'origine. Voilà. Donc ça reste pour moi de l'essentialisme de la culture aussi, et même à gauche. Alors le truc qu'on peut me répondre, c'est que oui, d'accord, bon, on pourrait faire de l'essentialisme avec la culture. L'essentialisme, c'est pas forcément lié à la biologie. Mais par contre, il y a quand même une grosse différence entre la biologie et le social. C'est que la biologie, c'est immuable, on peut pas espérer le changer. Alors que le social, on peut espérer le changer. Donc pour des gens qui veulent changer la société, c'est normal qu'ils préfèrent que tout soit social et pas biologique. Et ben ça, c'est faux, en fait. Donc déjà, la culture n'est pas toujours modifiable. En fait, quelque chose d'acquis peut être inévitable. C'est-à-dire qu'on pourrait découvrir des lois qui disent que dès qu'il y a des êtres vivants qui vivent dans des systèmes sociaux, qui sont tous ensemble et qui forment une culture, et ben il y a toujours le même phénomène qui apparaît, c'est toujours la même culture sur cet aspect-là, par exemple. Et que c'est systématique, ça vient simplement du fait que les gens sont ensemble, et ça, on peut pas y échapper. En fait, par exemple, on pourrait imaginer... même si les races n'existent pas, et donc le racisme c'est une construction sociale, c'est pas forcément la preuve qu'on peut imaginer un monde sans aucun racisme. En fait, il pourrait y avoir une loi de la culture qui dirait que, quelles que soient les sociétés qu'on construit, dans tous les cas, les humains auront toujours tendance à vouloir s'imaginer appartenir à des sous-groupes de l'humanité, et donc accepteront jamais d'être juste les humains. En fait, pour prouver que quelque chose est modifiable, dans les sciences humaines comme dans n'importe quelle science, il y a une seule façon de faire, c'est de trouver des cas où c'est différent, en fait. C'est d'observer des contre-exemples. Donc, il va falloir trouver, par exemple, pour ce qui est, si on veut imaginer un monde entier sans racisme, tant qu'on n'aura pas un monde entier sans racisme, on n'aura pas prouvé que c'est possible, en fait. Après, je pense qu'il faut essayer, mais voilà, on n'aura pas prouvé que c'est possible. Et les sciences humaines disent bel et bien qu'il y a des choses qui sont complètement universelles et immuables. Par exemple, pour la sociologie, n'importe quel individu qui est dans un groupe social sera influencé par son groupe social. Ça, c'est universel, on ne pourra pas y échapper. On ne peut pas espérer un monde dans lequel les gens seront dans des groupes sociaux sans avoir aucune influence de leur groupe social. En psychologie cognitive, on peut dire aussi que tout le monde a des croyances, qu'on ne peut pas espérer un monde où les gens n'auront plus aucune croyance en rien et vérifieront systématiquement absolument tout ce qu'ils pensent tout le temps. Voilà, même si ça ferait plaisir aux sceptiques, c'est pas possible. Et donc, ça veut dire que même si tout était acquis, culturel, structure sociale, ça ne voudrait pas dire du tout qu'on pourrait tout changer. Inversement, c'est pas parce que c'est biologique que ça se change pas. Par exemple, la biologie, la biologie c'est du changement en permanence. Donc au cours de la vie, on grandit, on a une puberté, on vieillit, on attrape des maladies, on meurt, on se reproduit, tout ça c'est biologique et pourtant c'est du changement. Et la sélection naturelle c'est aussi du changement à plus long terme. C'est la sélection naturelle ou la dérive génétique, c'est que du changement en fait, ça change en permanence la biologie. Mais surtout, la vieille idée que la génétique programme tout dès la naissance et qu'il n'y a plus rien qui change après, c'est complètement dépassé. Maintenant, on a l'épigénétique. Et l'épigénétique, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, l'environnement modifie la biologie tout au long de la vie. Donc voilà, l'environnement, donc, pour les humains, la culture, modifie la production d'hormones, modifie l'expression des gènes. Donc en fait, la culture influence la biologie, le social influence la biologie. Et en fait, au final, simplement, depuis Darwin, c'est carrément la séparation entre l'inné et l'acquis qui devrait être dépassée. Parce que la sélection naturelle, ce qu'elle nous dit, c'est que la biologie et l'environnement sont complètement indissociables. Et pour un animal social comme l'humain, en fait, ça veut dire que le social et la biologie sont complètement indissociables. La totalité des phénomènes du monde vivant sont le résultat de gènes plongés dans un environnement particulier. Changer le gène ou changer l'environnement, vous n'aurez pas le même résultat. Et vous êtes
personne n'est capable de dire ce que ferait un gène sans environnement ou ce que ferait l'environnement sans gène, parce que ça n'a aucun sens. On n'a jamais vu un gène en dehors d'un environnement, et on n'a jamais vu un environnement sans gène, parce que pour environner quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc voilà. Il faut voir que le fait qu'il y ait des constructions sociales, ça ne nie pas du tout l'existence de la biologie et l'influence de la biologie. Toutes les constructions sociales sont forcément en interaction en permanence avec la biologie. Par exemple, la couleur de la peau des gens, ça va influencer dans quelle catégorie raciale les racistes vont nous classer. Et la couleur de peau, c'est de la biologie. Et c'est pareil pour toutes les constructions sociales. Les constructions sociales comme le genre, ou même le sexe biologique, qui, oui, je vous le dis, est une construction sociale, on en parlera peut-être après. Ça, c'est influencé par ce qu'on observe des organes génitaux, de la tonalité de la voix des gens et tout, ce qui va faire qu'on va classer les gens plutôt en hommes ou femmes, même si ces catégories hommes ou femmes sont construites socialement. Donc, les deux sont en interaction. Enfin, on peut dire, par des calculs de plus en plus savants maintenant, on peut essayer d'estimer la part d'influence du social et du biologique dans un trait, mais tout ça, c'est extrêmement provisoire. Et je donne un exemple que j'emprunte à Pierre-Henri Gouillon, l'exemple du VIH. Actuellement, avoir ou pas le VIH, c'est essentiellement dépendant de facteurs biologiques. Mais le jour où on a un vaccin contre le VIH, d'un coup, du jour au lendemain, avoir le VIH ou pas deviendra quelque chose d'essentiellement culturel. Ça va dépendre de à quel point on a accès au vaccin, donc du coup de son niveau de richesse, le pays dans lequel on habite et tout ça. Ce qui veut dire que donc le fait de changer quelque chose dans la société influence non seulement la biologie, mais influence aussi la part d'influence de la biologie sur les choses. Donc on peut changer la biologie par la culture. Alors évidemment, par la médecine, par les manipulations génétiques, tout ça. Mais aussi, donc, la culture est une pression sélective. Donc au niveau de l'échelle de l'évolution des espèces, changer la culture, ça a un effet sur la biologie. La culture, donc il y a l'épigénétique qui nous montre que la culture change l'expression des gènes, les hormones et tout. La culture peut changer la part de l'influence de la biologie sur les choses, donc les comportements entre autres. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut espérer changer la biologie exactement de la même manière qu'on peut espérer changer la culture, par des luttes sociales et politiques pour transformer la société. Et l'unique raison pour laquelle on croit naïvement que c'est plus dur de changer la biologie que la culture, c'est parce qu'on se l'interdit en fait. Et pourquoi on s'interdit de vouloir modifier la biologie ? C'est peut-être bien parce qu'on est encore essentialiste en fait, et qu'on considère que la biologie c'est sacré, c'est l'essence des choses, on n'est pas censé la changer en fait. Le problème c'est parce qu'on dit nature pour biologie, alors que ça n'a aucun sens, que la culture est tout aussi naturelle que la biologie, que le mot naturel n'a pas de sens, et donc en fait au final c'est encore l'essentialisme qui empêche de penser qu'on peut vouloir modifier la biologie, même par des luttes politiques, pas forcément par des manipulations génétiques et tout. Et donc en fait quand il y a des gens qui se disent « Oh là là, non, il faut surtout pas que telle chose soit prouvée comme ayant une origine biologique, parce que sinon on n'aura plus le droit de vouloir le changer », en fait, ce qu'ils font, c'est valider l'essentialisme, en fait. Ils valident le fait que y a un truc, la biologie, c'est sacré, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, je voulais finir avec un exemple pratique de comment tout ce que je viens de dire, on peut en tirer les leçons. Donc, imaginez qu'on prenne toute la population de, un pays, par exemple. On va étudier un trait qui est réputé être différent chez les hommes et les femmes. Alors ça peut être un trait physique, ça peut être un trait psychologique, un trait comportemental, mais en fait on va faire simplement la répartition sur la population totale sans du tout séparer au préalable les hommes et les femmes. On va pas se préoccuper de savoir le sexe ou le genre des gens, et on va juste voir la répartition totale. Alors essayez d'imaginer à quoi pourrait ressembler le graphique. Alors, merci aux statisticiens de ne pas spoiler, s'il vous plaît. Donc, si pour les plus essentialistes, les gens qui croient vraiment dur comme fer qu'il y a une différence très profonde, très importante
biologique et purement biologique entre les hommes et les femmes et que la différence est très nette, bon bah ils vont imaginer une courbe comme ça. Ouais, et vraiment, voilà, ça se répartit autour de 2 valeurs, il n'y a aucun mélange entre les deux, voilà, c'est très net, et d'un côté il y a les hommes, de l'autre il y a les femmes, bon, suivant le trait, ça va être les hommes à gauche, les femmes à droite, ou l'inverse, mais ça va être très net. Au contraire, ceux qui croient que c'est purement une construction sociale et que la biologie n'a strictement rien à voir là-dedans, et que c'est totalement artificiel, c'est des trucs, des divisions qui se basent sur rien de matériel, rien de biologique, bah du coup ils vont imaginer que la courbe c'est plutôt ça. Et que donc bah là c'est totalement arbitraire de diviser ça en deux catégories. Alors en fait, bah, quand on fait ces tests-là, la plupart du temps, bah, on tombe sur ça. Alors c'est un peu emmerdant parce que du coup ça emmerde les deux camps, les personnes qui est content. Donc à la fois, bon bah c'est pas une division très nette, très claire, voilà, mais en même temps on voit quand même qu'il y a 2 boss, quoi. Donc bon là, on sait pas trop. Et alors déjà, premièrement, cette courbe-là, en soi, elle nous dit absolument rien de l'origine biologique ou culturelle de ce trait. Hein. Et ça, aussi bien sur des traits comportementaux, psychologiques, que des traits physiques. Je vous rappelle que le social influence la biologie, ce qui veut dire que, par exemple, même si ça c'était une courbe de taille, ben, ça pourrait très bien être les préjugés de la société, les constructions sociales qui ont produit cette différence biologique. Par exemple, la taille c'est quand même pas mal dépendant de la croissance c'est pas mal dépendant de l'alimentation, et la culture fait que les hommes et les femmes s'alimentent pas pareil. Alors je vous dis pas du tout que c'est l'explication, hein. Je vous dis juste que c'est totalement possible en fait que en fait une différence de taille soit causée par la culture. Donc même des différences physiques peuvent être causées par la culture. Mais bon, imaginons, ok, on dit que, je sais pas exactement comment, mais on a la preuve absolue, vraiment il n'y a aucun doute, c'est purement biologique, cette courbe-là, le fait que ce soit en bosse de chameau, la seule cause c'est la biologie, le social n'a strictement rien à voir là-dedans, voilà. Et bien pour moi, ça change strictement rien, au niveau, en tout cas, des luttes politiques des différents camps, de ce que veulent les uns et les autres. Pourquoi ? Alors d'abord, bon ça ne change pas le fait que de découper ça en 2 catégories, c'est purement culturel, purement arbitraire, voilà, il y a absolument rien qui nous obligeait dans cette courbe à se dire qu'on allait la découper en 2. On le fait, pourquoi ? Parce que notre cerveau qui préfère repérer les régularités que les exceptions, bah il repère bien les 2 bosses, il aime bien ces 2 bosses là, donc il compte 1, 2, puis il se dit bon bah il y a 2 catégories, donc du coup bah on se dit on va le diviser en 2. La sélection naturelle, tout ce qu'elle a produit, c'est une courbe en bosse de chameau. La sélection naturelle a produit une courbe en bosse de chameau. Elle n'a pas produit 2 catégories. Ça, c'est nous qui voyons 2 catégories là-dedans. On pourrait très bien diviser cette courbe en 5 catégories, par exemple, et décréter qu'il y a en fait 5 sexes biologiques et leur attribuer 5 stéréotypes de genre complètement différents. Donc voilà, tout ça, ça reste culturel. 5 c'est un exemple, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins, voilà. Il y a toujours moyen de découper la courbe en autant de catégories qu'on veut. D'où le fait que le sexe biologique aussi, c'est culturel. Ensuite, quelle est l'utilité de savoir que cette courbe-là est d'origine est principalement biologique et qu'il n'y a pas de culturel qui agit là-dessus. Quelle est l'utilité politique, hein, je ne parle pas d'utilité scientifique ou médicale ou des choses comme ça. L'utilité politique. Alors si on est essentialiste, si on est contre l'égalité dans la société, si on pense que la biologie c'est la preuve qu'il existe une essence des choses et que donc on s'en sert comme argument, effectivement je vois bien à quoi ça sert. De dire bon bah puisque c'est biologique, alors c'est la preuve qu'il y a une essence naturelle des choses, qu'il faut s'y conformer, qu'il faut bien faire 2 catégories et tout ça. Ça permet donc de renforcer les préjugés, justifier les discriminations, tout ça. Si on est essentialiste, donc c'est très utile. Si on n'est pas essentialiste, si on sait que la biologie n'a aucun but, et si on veut l'égalité entre les gens, à quoi ça sert de savoir que ceci est d'origine biologique ?
Alors il y a une réponse. Il y a des gens qui répondent que savoir donc ce qui est d'origine biologique, ça permettrait de mieux lutter contre les inégalités en compensant le handicap naturel des femmes ou des hommes dans certains domaines par des aides supplémentaires qui leur seraient réservées. On aiderait plus spécifiquement les femmes dans les domaines où elles sont naturellement, biologiquement moins douées. On aiderait plus spécifiquement les hommes dans les domaines où ils sont naturellement, biologiquement moins doués. Alors là-dessus, je suis intéressé de savoir s'il y a des gens qui sont d'accord. Vous savez que je vais pas être d'accord. Alors bon, c'est pas gentil de vous demander, mais bon, je sais pas. Est-ce que des gens spontanément sont sensibles à cet argument, se disent que effectivement ça peut servir à ça Non, bon, si, peut-être, d'accord. Bon, eh ben, ce serait vrai si, quand on refait cette expérience, mais cette fois en séparant au préalable les hommes et les femmes, on obtenait cette courbe-là. Oui, si on obtenait ça, effectivement, on pourrait se dire, on va aider plus les hommes dans certains domaines et plus les femmes dans certains autres domaines, et puis ça va aider à avoir l'égalité. Mais en réalité, ça donne pas ça. Quand on sépare au préalable les hommes et les femmes et on refait le test, en général, on obtient ça. Oui, tu savais que c'était pas normal la courbe que je montrais avant. Et donc, on obtient ça. Donc, ça veut dire que ici, vous avez certaines femmes qui sont dans les valeurs typiquement masculines, certains hommes qui sont dans les valeurs typiquement féminines, ce qui veut dire que si on choisit d'aider les gens en fonction du fait que ce soit des hommes ou des femmes, eh ben, d'une part, il y a des gens qu'on va aider alors qu'ils n'ont pas besoin d'aide, puisqu'en fait, ils sont dans les valeurs attribuées habituellement au sexe opposé. Au contraire, il y a des gens qu'on va pas aider alors qu'ils auraient besoin d'aide parce qu'ils sont dans les valeurs du sexe opposé. Donc si on veut vraiment l'égalité, en fait, il faut pas séparer au préalable les gens entre hommes et femmes, il faut pas attribuer les aides en fonction de si c'est des hommes ou des femmes. En fait, cette façon de penser, ça revient à nier l'existence de tous les gens de la partie violette, à nier en fait les exceptions. Nier les exceptions, c'est de l'essentialisme. Et donc, en fait, quand on dit que moi je suis vraiment pour l'égalité et je pense que savoir que c'est biologique, ça va nous aider à lutter contre les inégalités en aidant spécifiquement les hommes ou les femmes et tout ça, ça reste de l'essentialisme. Ce qu'il faut faire si on veut pas être essentialiste et si on veut pas négliger l'existence de toutes les exceptions, en fait, il faut rester sur le test totalement indifférencié, ne pas se préoccuper à l'avance de savoir si les gens ont été classés comme hommes ou femmes à la naissance et tout ça. On fait juste le test sur tout le monde. Et puis en fait, si on considère que le plus handicapant c'est d'être à droite de la courbe, du coup on va aider spécifiquement les gens qui sont à droite de la courbe, que ce soit des hommes ou des femmes. Si on pense que ce qui est handicapant c'est d'être à gauche de la courbe, c'est l'inverse, on va aider plus spécifiquement ceux-là, que ce soit des hommes ou des femmes. En fait, on s'en fout complètement de savoir si c'est des hommes ou des femmes pour savoir qui a besoin d'aide en fait. Et si en plus on reconnaît que le culturel peut amplifier ou lutter contre cet effet biologique qu'on observe là. Ça, normalement, si on dit on va pouvoir aider les gens par rapport à leur handicap naturel, biologique et tout, par la culture, ça veut dire qu'on reconnaît que la culture peut renforcer ou aller contre ce qu'il y avait déjà avec la biologie. Dans ce cas-là aussi, si on se contente de faire le test sur est-ce que tu as bien le trait biologique, tu as le gène qui va t'handicaper ou pas, même en oubliant que c'est des hommes ou des femmes et tout, mais on tient quand même à regarder s'ils ont bien le gène qui va les handicaper ou pas pour savoir si on les aide ou pas, là aussi on va se retrouver à aider des gens qui n'en ont pas besoin parce que en fait, entre-temps, la culture les a aidés à compenser le handicap biologique qu'ils avaient, et au contraire, on ne va pas aider certaines personnes qui auraient besoin d'aide parce qu'ils avaient beau être avantagés au niveau biologique, en fait, avec la culture, finalement, ils ont eu un handicap qui s'est rajouté dessus. Ce qui veut dire que, pour être juste, si on a vraiment comme objectif l'égalité, en fait, on doit ignorer non seulement le sexe et le genre des gens, mais aussi l'origine du handicap. On doit ignorer si ce handicap est d'origine biologique ou culturelle. Tout ce qu'on doit faire, c'est regarder si les gens ont un handicap, en fait. La seule chose à faire, c'est on teste pour voir s'ils sont forts ou pas forts dans tel domaine. S'ils sont pas forts, on les aide. Enfin, si on considère que c'est un domaine où il faut être fort. Et ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est déjà ce qu'on est censé faire à l'école.
de tester les capacités des gens et puis de les aider s'ils sont mauvais. C'est déjà ce qu'on est censé faire quand on choisit à qui on attribue des aides pour les handicapés. On leur demande pas de prouver que ça vient de telle origine, leur truc, on leur demande de prouver qu'ils sont handicapés, juste en fait. Donc en fait, savoir la part de biologique dans quelque chose, dans un trait, un comportement, un machin, là en fait ça n'a strictement aucun intérêt pour les gens qui veulent l'égalité. Par contre, je précise que savoir quelle est l'importance du culturel dans quelque chose, ça pour le coup ça peut avoir une utilité pour lutter pour l'égalité, puisque ça veut dire que si on voit qu'il y a une part de culturel dans l'inégalité, c'est parce qu'il y a des gens qui eux classent les personnes entre hommes et femmes et qui les discriminent sur cette base. Donc à ce moment-là, il vaut mieux savoir que c'est culturel pour lutter contre ces discriminations et du coup prendre en compte un peu les hommes et les femmes pour savoir aider spécifiquement ceux qui subissent des discriminations. Mais par contre, voilà, pour compenser un handicap, ça n'a aucun intérêt de savoir s'il y a plus ou moins de biologique dans un trait. On arrive donc à la fin. Du coup, j'aimerais demander à tous les militants politiques, que vous soyez de gauche ou de droite, arrêtez, s'il vous plaît, de jouer cette comédie, cette obsession pour que tout soit forcément culturel et acquis, ou forcément tout soit biologique et inné. En fait, ça change strictement rien à vos débats. Laissez la science se débrouiller avec ces questions, et battez-vous sur la seule question qui vous divise vraiment, et qui n'a strictement aucun rapport avec une question scientifique. Cette question, c'est: est-ce que nous devons nous soumettre à l'essence métaphysique des choses, ou est-ce qu'on a le droit d'inventer le monde qui nous plaît ? Voilà, je vous remercie.